Ça vient d'étomber. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a tiré sa révérence par balle alors que les combats se poursuivent entre les FARDC et les M23 à Kibumba et Sake autour de Goma. C'est le seul titre de ce soir. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. La bataille pour le contrôle de la ville de Goma entre les FARDC et le M23 sur des axes Kibumba et Sake est arrivée à son deuxième jour de retour du front. Pour remonter le moral de ses troupes, le premier jour, soit le jeudi 23 à 21h à Sake, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, a été touché par balle et c'est vendredi 24 janvier, les FARDC viennent de confirmer donc son décès. L'annonce a été faite au terme de la réunion de défense tenue ce vendredi à la présidence. Suivez. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. On va prendre cette information en bref. Le Conseil de ministres s'est tenu comme d'habitude ce vendredi. La guerre de Goma était au centre de ces conseils au cours duquel le président de la République, Félix Tshisekedi, a ordonné le ravitaillement de FARDC et une mission de soutien aux populations de Goma. Toujours dans la même logique, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu ce jeudi 23 janvier 2025 la présidente de l'Assemblée nationale zambienne, l'honorable Nelly Kashumba Mouti. Cette rencontre qui a eu lieu au Palais du Peuple a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu une visite de travail ce jeudi 23 janvier 2025 avec la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et présidente en exercice du Forum parlementaire de la région du Grand Lac, l'honorable Nelly Kashumba Mouti. La rencontre entre ces deux hommes d'État a eu lieu au Palais du Peuple et a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL, mais aussi sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Ces sujets relatifs à la paix dans l'Est du pays et d'autant plus
plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement. La présidente du Forum parlementaire de la région de Grand Lac, Nelly Kachumba Mouti, l'a expliqué à la presse au sorti de cette audience. Avant tout, je suis venu rendre visite à mon collègue du Sénat de la RDC dans le cadre d'une visite de courtoisie entre frères. Aussi, c'est en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs que je suis venu rendre visite, effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Comme vous le savez, nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On est venu entre autres parler de ça et aussi voir certaines questions administratives, d'ordre administratif au niveau du secrétariat général. Pour Nelly Kachumba Mouti, la question de comment résoudre les différends dans la paix revêt une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs. La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Donc la paix est importante pour assurer l'harmonie entre nos pays ici dans la région des Grands Lacs. Il y a lieu de souhaiter que cette rencontre aboutisse sur un pas diplomatique précieux dans la recherche de la solution pour le retour de la paix durable et définitive dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Autre chose, à présent, l'économie congolaise semble osciller entre résilience et fragilité. Dans sa note de conjoncture hebdomadaire, la Banque centrale du Congo brosse un tableau où les avancées économiques coexistent avec des fragilités structurelles et conjoncturelles. Suivez. Selon le rapport, l'inflation hebdomadaire affiche une baisse notable passant de 0,31% à 0,12%. Une évolution attribuée à la stabilisation de prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui restent des leviers majeurs dans la composition de l'indice général. Cependant, en dépit de cette accalmie, l'inflation annuelle maintient un niveau préoccupant à 11,22%. Une réalité qui reflète l'impact des facteurs exogènes, notamment la volatilité des prix mondiaux des matières premières. Ces contextes mettent en évidence les limites de mesures monétaires actuelles et l'urgence d'une approche plus intégrée pour maîtriser durablement ces pressions. Par ailleurs, le marché d'échange prélève une certaine stabilité du franc congolais qui a progressé de 0,26% sur le marché officiel et de 0,51% sur le marché parallèle. Bien que cette dynamique soit encourageante, elle masque des déséquilibres persistants entre les deux segments du marché. La confiance dans les mécanismes financiers formels reste à renforcer et cette disparité continue de refléter les vulnérabilités systémiques, notamment en termes de gouvernance économique et d'accès aux devises pour les acteurs locaux. La Banque centrale du Congo met également en avant une série de risques majeurs qui pèsent sur l'économie congolaise. L'instabilité géopolitique mondiale, les tensions commerciales et les perturbations climatiques représentent autant de menaces extérieures qui pourraient ralentir les perspectives de croissance. Face à ces défis, la BCC recommande une série d'actions pour améliorer la résilience économique. Les propositions de la BCC s'accompagnent d'un appel à des investissements massifs dans des secteurs prioritaires. Des développements des infrastructures, par exemple, pourraient non seulement améliorer l'intégration économique du pays, mais aussi créer un environnement propice à l'émergence d'industries locales compétitives. L'économie congolaise, bien qu'affaiblie par des défis structurels et conjoncturels, montre des signes de résilience encourageants. Cependant, la durabilité de cette dynamique repose sur la capacité des autorités à transformer les acquis actuels en leviers de croissance à long terme. En combinant des réformes structurelles profondes, des politiques économiques adaptées et une meilleure gouvernance, la RDC pourrait envisager un avenir économique plus inclusif et plus stable. Et puis, des brevets d'invention ont été remis aux inventaires congolais jeudi 23 janvier par les ministres Louis Watoum et Gilbert Kabanda, respectivement ministre de l'Industrie et du Développement de PME et ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Plus de détails dans cet élément.
Plusieurs brevets d'invention ont été remis aux inventeurs congolais ce jeudi 23 janvier 2025 par leurs excellences, messieurs le ministre Louis Watum Kabamba et Gilbert Kabanda, respectivement ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises et ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Cette cérémonie qui s'est tenue dans la salle de réunion du ministère de l'Industrie et du Développement des PME a connu la présence des secrétaires généraux et de plusieurs invités de marque. Plusieurs discours ont été lus. D'abord, celui du secrétaire général à l'industrie qui a donné l'importance de ces brevets. Ensuite, celui du représentant des inventeurs avant que leurs excellences, Louis Watum Kabamba et Gilbert Kabanda, ne puissent s'adresser aux heureux récipiendaires. Toute ma reconnaissance pour la franche collaboration et la symbiose entre nos deux ministères. Un duo complice au service de la République. Votre épanouissement professionnel et votre inventivité continue et contribuent à l'avènement d'un Congo meilleur, auquel nous aspirons tous. Elle entre dans la ligne droite de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui tient à encourager la jeunesse congolaise à cause de son dynamisme, mais aussi à cause de son génie de créativité. Il fait un point d'honneur à accompagner cette ingéniosité, car elle permet de répondre aux besoins vitaux de la population en créant des emplois et surtout des richesses. L'étape cruciale de cette cérémonie était la remise gratuite des brevets d'invention dont les frais liés à leur obtention ont été pris en charge par le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watum Kabamba, afin d'encourager la jeunesse congolaise à cause de son dynamisme et de son génie de créativité qui permettent de répondre aux besoins vitaux de la population en créant des emplois et surtout des richesses, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la clairvoyance de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce brevet d'invention consiste en un droit délivré par l'État congolais aux inventeurs pour interdire à des tierces d'exploiter son invention par des moyens commerciaux durant un délai limité, généralement de 20 ans. Dans un autre registre, ce vendredi 24 janvier, une vingtaine de journalistes venus de divers médias ont été invités à découvrir le nouveau bâtiment de l'ex-hôpital Mamayemo, désormais rénové et rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance. Lors de cette journée porte ouverte, les visiteurs ont pu explorer les différents services désormais offerts par l'établissement qui s'engage à fournir de soins de qualité à des prix accessibles allant de plus modeste au plus élevé. Un reportage signé Don Momat et Giscard Tamba. Sur le site historique de l'ex-hôpital Mamayemo, désormais transformé en centre hospitalier universitaire Renaissance, le passé, le présent et l'avenir se côtoient. Les anciens bâtiments rappellent une époque révolue, tandis que le nouveau bâtiment, en fonctionnement depuis plus de 4 mois, incarne le dynamisme actuel. Parallèlement, un autre bâtiment en construction, dont l'inauguration est prévue dans quelques mois, symbolise les ambitions futures de l'hôpital. Les nouveaux bâtiments se distinguent par des services innovants, notamment pour les enfants souffrant de déformations des pieds ou de troubles moteurs, ou encore ces centres de réhabilitation fonctionnelle. L'hôpital mise également sur l'accessibilité des soins avec des tarifs abordables, tout en assurant une gestion transparente grâce à la digitalisation des services et à l'abolition du paiement en espèces. On digitalise, on informatise, on met la culture de la transparence. Cette approche se retrouve aussi dans les services d'urgence où l'hôpital est désormais bien équipé pour offrir un service rapide et efficace. Aux urgences, le malade ne vient pas traîner. Dès qu'ils arrivent, premier rôle, on fait les premiers soins. Donc c'est la médecine des premières heures. Sauver, stabiliser et puis trier et affecter directement dans des salles de soins appropriées. 30 lits est suffisant qui va nous permettre de bien fonctionner. De plus, la qualité du personnel et des équipements récemment acquis permettra de prendre en charge des cas complexes, évitant ainsi aux Congolais de se rendre en Inde ou dans d'autres pays occidentaux pour leurs soins. Le DG de l'hôpital Al Kitenge met en avant la gouvernance rigoureuse
mises en place pour assurer la pérennité de l'établissement. Je mets en place des bases de gestion pour que quand je serai parti d'ici, n'importe qui arrive, il trouve un train qui marche. Al-Kitenge évoque également la future fondation qui soutiendra les actions sociales, communautaires et de recherche. L'hôpital, soutenu par l'État et des partenariats privés, s'engage à offrir des soins de qualité à des prix accessibles, adaptés à toutes les bourses, renforçant ainsi l'objectif de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On va parler sport. À présent, chaque année, la journée internationale du sport féminin, célébrée le 24 janvier, met en avant l'importance de l'égalité de genre dans le domaine sportif. Malgré le progrès réalisé, de nombreuses filles font face à des barrières culturelles et sociales qui limitent leur participation au sport. Ces constats soulèvent des questions sur les stéréotypes de genre et les ententes familiales. Gigi Nende et Enika Bamba. La journée internationale du sport féminin, célébrée le 24 janvier de chaque année, met en lumière les réalisations des femmes dans les domaines du sport et de promouvoir leur participation. Cette journée est essentielle pour sensibiliser le public à l'importance du sport pour les filles et les femmes. Dans de nombreuses familles, les raisons pour lesquelles les filles ne pratiquent pas autant de sport que les garçons sont souvent culturelles et traditionnelles. Les stéréotypes de genre jouent un rôle fondamental dans cette dynamique. Cette perception limite les opportunités offertes aux jeunes filles et les empêche de découvrir leur potentiel sportif. C'est parce que nous avons une culture bantou en nous. Nous avons une culture bantou et nos parents ont grandi avec cette culture. C'est là où ça cause problème parce que nos parents, dans la culture bantou, il y a certains travaux ou certains sports ne sont pas valorisés pour faire du sport, par exemple le MMA. C'est vraiment rare de voir un parent congolais qui acceptera que sa fille puisse faire le MMA. C'est vraiment compliqué et difficile. Donc c'est par rapport à la culture bantou en fait. Nos parents ont trop grandi avec cette culture bantou qui pénalise vraiment que les femmes puissent faire ça. Bon, mibali, bazala ba capacité supérieure que les kabiso basi. Parce que ce qu'on a la création, tout côté dans la makamba Bible. Nous avons basara le bosso mobile. Donc mukua ya mobile na ya mwasi kukanite. Biso basi to ça va être faible. Donc il y a un makamba sport so ko talimi les amis mibali. Pe basala ka sport moko ya makasi. La journée internationale du sport féminin est un pas vers une société où les femmes et les filles peuvent s'épanouir pleinement dans le sport tout en profitant des multiples bienfaits qu'il offre. Cette information sportive nous oblige à quitter la République démocratique du Congo pour la page internationale. Au Cameroun, la production de diamants a atteint 6219,8 carats et généré des revenus de 119,841 millions de francs CFA en 2024. Cette dynamique témoigne du développement rapide du secteur minier camerounais qui jusque-là était moins exploité que d'autres ressources naturelles du pays. Rachel Misenga. Au cours de l'année 2024, le Cameroun a connu une véritable explosion de sa production de diamants, générant des revenus de 119,841 millions de francs CFA grâce à une récolte de 6219,8 carats. Cette hausse substantielle témoigne de la dynamique croissante du secteur minier camerounais, un domaine qui jusqu'à récemment était moins développé comparativement à d'autres ressources naturelles du pays. Cette performance, enregistrée par le Cameroun dans son industrie diamantifère en 2024, représente un bond spectaculaire par rapport à 2023, où la production n'est s'élevée qu'à 3305,8 carats, marquant ainsi une augmentation de pratiquement 100% d'une année sur l'autre. En effet, cette progression rapide de la production permet non seulement de renforcer les revenus tirés des exportations, mais également d'ouvrir la voie à davantage d'investissements dans les secteurs. En 2024, les diamants s'imposent comme un pilier de l'économie locale du Cameroun. Toutefois, une part considérable de la production échappe aux voies officielles, limitant ainsi les recettes pour l'État.
En 2019, sur le 1595 carats produits, seulement 654 carats ont été exportés légalement. Et puis, au sud du Sahara, le maïs domine le marché des céréales. Première graminée produite et consommée, la denrée de base reste aussi la moins importée, contrairement au riz et au blé. Encore une fois, Rachel Misenga. 4,7 millions de tonnes, c'est les volumes de maïs qui devrait acquérir l'Afrique subsaharienne en 2024-2025, selon les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. Il s'agit de la seconde année consécutive de hausse des achats de la zone sur le marché international, représentant le 3e niveau d'importation le plus élevé depuis 2013-2014. Pour l'essentiel, les stocks prévus devraient servir à la consommation humaine dans la région où, contrairement à l'Europe et à l'Amérique, la céréale reste faiblement utilisée pour le besoin de l'alimentation animale. En Afrique subsaharienne, en effet, le maïs est la principale céréale de base, occupant une place prépondérante dans le régime alimentaire, aussi bien à l'ouest, au sud qu'à l'est, avec une consommation équivalente à celle du riz et du blé réunis. Plus globalement, la hausse des importations s'explique par une offre insuffisante. Bien que le maïs soit la céréale la plus produite au sud du Sahara, la machine connaîtra néanmoins un nouveau ralentissement cette année. Après les reculs en 2023-2024, la production devrait ainsi s'établir à 84,6 millions de tonnes en 2024-2025, les volumes le plus faible depuis 2020. Au sein du trio de têtes de principaux fournisseurs de la région, formés par l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie, 45% de l'offre totale, le fortune seront diverses. Dans la nation arc-en-ciel, la filière retrouvera le chemin de la croissance avec une récolte attendue à 17 millions de tonnes, soit 26% en glissement annuel. En Éthiopie, l'offre devrait grimper légèrement de 2% à 10,2 millions de tonnes. Du côté du Nigeria, l'air sera à la stagnation avec un stock tournant autour de 11 millions de tonnes. Ce journal est complètement fini, madame, messieurs. Un seul titre a retenu notre attention ce soir. Ça vient donc de tomber, nous venons de l'apprendre. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, a tiré sa révérence par balle alors que le combat se poursuit entre les FARDC et les M23 à Kibumba et Sake autour de la ville de Goma. Vous avez eu le détail dans ce journal. Madame, messieurs, c'est donc la fin totale de ces journaux. Bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Surtout, prenez bien soin de vous et bon début de week-end.